Bonjour et bienvenue sur Radio Philo, la radio où les questions ont plus d'importance que les réponses qu'on leur trouve. Il y a deux personnes qui tiennent la barre. Moi, Rémi, éternel étudiant de la vie qui ne sait qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Et moi, c'est Simon, ancien prof de philo reconverti dans le coaching. Merci Simon. Et aujourd'hui, on vous propose de parler de l'artiste. Et Oui. la première question que je voudrais te poser, Simon, c'est qu'est-ce qu'un artiste? Bien, c'est une excellente question, Rémi. Euh, un artiste, on pourrait le définir déjà par ce qu'il n'est pas. Ce sera un peu plus simple. Tu vois, jusqu'à De Vinci, donc je crois au XVe siècle, l'artiste était assimilé à l'artisan. C'est-à-dire, tu pouvais aussi bien faire de magnifiques sculptures ou, je sais pas, être tanneur de cuir et peindre je sais pas, de jolies peintures. Vraiment, tu étais assimilé comme un artisan. Et De Vinci avait dit que la peinture avait quelque chose de plus spirituel. Je ne sais plus exactement sa citation, mais en gros, il mettait en avant que l'artiste et l'artisan étaient deux choses différentes, dans la mesure où on pourrait dire que l'artisan crée quelque chose, des choses qui vont être, entre guillemets, utiles, par exemple, je sais pas, un fourreau pour une épée à l'époque, et l'artiste va créer quelque chose qui n'a d'autre fonction que de faire du beau. Par exemple, un magnifique tableau de William Turner. Du coup, qu'est-ce qu'un artiste? Ce serait quelqu'un qui... Alors, ça va être un peu trash, mais c'est ce que disait Platon aussi dans le livre 10 de la République. Un artiste, ça sert à rien. Que c'est un menteur, que Platon voulait chasser du coup les artistes de la cité, parce qu'il disait que c'était des menteurs, qui copiaient la nature, qui simulaient le beau alors que le beau était dans le monde des idées et que seuls les philosophes y avaient droit, etc. Et c'est vrai qu'on pourrait parler, tu vois, si on se pose la question vraiment d'un point de vue de l'utilité sociale, mais vraiment au plus ras des pâquerettes, on pourrait se dire qu'un artiste, ça sert à rien, ça apporte rien, alors que le boulanger, il fait du chiffre ou je sais pas quoi. Donc on pourrait se dire ça. Qu'est-ce qu'un artiste? Quelqu'un qui crée des choses qui n'ont aucune utilité si ce n'est d'être joli. Mais quelque part, ça a quand même une utilité sociale parce que le fait de pouvoir montrer ses peintures, ça permet de créer du lien, ça. Oui, le, c'est sûr qu'à notre époque, on pourrait penser que oui, tu peux faire une expo, du coup tu crées du lien, du coup effectivement tu peux en discuter, on peut dire des choses de ton art, mais ton art en tant que tel, tu vois, une des peintures, je parle pas de toi spécifiquement, je parle vraiment de mon point de vue général, on pourrait penser que, tu vois, admettons, t'as maniaco-dépressif ou bipolaire, comme on dit maintenant, c'est pas avec une peinture que tu vas acheter une peinture, je sais pas, d'un artiste, que tu iras mieux. Hmm. C'est en Alors, ce sens-ci que pourrait dire que ça sert à rien. ouais, d'accord. Ouais, ça sert à rien dans la mesure où ça n'a pas vraiment d'utilité concrète. Mhm. À l'inverse Une d'un tranche de souffleur de verre, jambon, quoi. une Ouais. tranche de jambon, ça a une utilité concrète. Bah, pour celui qui la mange, oui. Baguette de pain, ouais. Ouais, c'est pas Voiture, pragmatique, quoi. Ouais. ouais, c'est ça. Ouais, ok. Alors, si ça sert à rien, pourquoi il y en a? Bah, justement, parce que, exactement comme la philo, hein. La philo en soi, ça sert à rien. Ça te permet pas de mieux respirer, ça te permet pas de. Si tu peux faire du chiffre, mais je veux dire ça, c'est pour ça que tout le foot aussi, ça sert à rien. Enfin, il y a plein de choses qui servent à rien, mais au sens de, bah, c'est apparu parce que la technologie a évolué. Mais c'est justement ce qui peut aussi nous distinguer des autres animaux non humains. Parce que si on ne faisait uniquement que des choses purement utiles qui maintiennent à la survie, on ne serait pas si différent des abeilles qui, gouvernées par la reine avec les ouvrières, qui les autres qui vont chercher le pollen, etc., ou les fourmis avec la division de leur société, ou les termites, enfin, tous ces insectes qui vivent pas en troupeau, mais en essaim, je crois que c'est comme ça qu'on dit. On dit souvent de s'éloigner du troupeau. Par exemple, oui, les humains sont des moutons, il faut s'éloigner du troupeau, etc. Mais finalement, on est plus proche des fourmis ou des termites ou des abeilles que des moutons. Parce que dans les moutons, il n'y a pas une division du travail, alors que dans les fourmis, si. T'as la reine, t'as les ouvrières, t'as les guerrières, t'as les nurses, les nourricières, etc., etc. Donc si on faisait pas ce qui fait de nous des êtres humains,
à savoir des choses qui servent à rien, d'un point de vue purement pragmatique, bah, on serait pas différent de ça. Donc, si on regarde d'un point de vue concret, un artiste, qu'est-ce qu'un artiste crée qu'un artisan ne créait pas? Ce serait quelque chose de l'ordre de, bah ouais, du beau. Mais après, l'évolution de l'artiste et de sa fonction, on va dire, s'il doit en avoir une, en dehors de faire du beau, ça va être aussi de nous montrer le réel tel qu'il est, par exemple. On dit, je crois que c'est Oscar Wilde qui disait, on regarde un beau coucher de soleil parce que William Turner, le peintre, n'a pas un beau coucher de soleil. Et effectivement, si tu prends, ça marche aussi pour le poète, hein, qui est aussi un artiste, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'art figuratif, mais l'art littéraire est là aussi. Tu vois, si on, par exemple, quelqu'un qui vit pas très loin, allez, on va dire il vit à Paris, pas très loin de Notre-Dame, par exemple. Voilà, il se balade tous les jours, il passe devant Notre-Dame, etc. Et à force de s'y balader, de s'y habituer, il oublie, en fait, compte la beauté de ce monument. Là où l'artiste va pouvoir pointer du doigt la beauté de ce monument et donner à voir à cette personne-ci qui ne la voit plus la beauté du réel. Ou ça peut être une forêt ou quelque chose comme ça. On raconte aussi que Monet, père de l'impressionnisme, peignait de la manière dont il voyait, avec tous ses pointillés et tout comme ça. Donc il y a aussi cette fonction de l'artiste. En dehors de faire des choses qui ne servent à rien, au contraire, il aurait l'opportunité, l'accès à la beauté du monde avec son regard aiguisé, son regard travaillé, et qui nous permettrait à nous, simples mortels, d'apprécier la beauté du réel. Hmm. Ouais, ok. Donc, en fait, c'est remettre sur le devant de la scène le beau dans notre vie qu'on a tendance à oublier. Ouais, Pris par notre mode de vie fourmilier, presque. ouais, c'est vrai qu'on voit mal une fourmi artiste. Non, il y en a peut-être, hein, mais non, il y a du coup, c'est pour ça que l'artiste serait avant tout un regard, une sensibilité, plus qu'une technique. Parce qu'on pourrait, tu prends l'art brut, par exemple, souvent l'art des fous, comme on dit, bah, d'un point de vue technique, ou même certains, je crois que c'est Maverick, je sais plus qui a fait carré blanc sur fond blanc, pourrait dire d'un point de vue technique, zéro, nul, zéro pointé. Et pourtant, alors je comprends rien à ces œuvres-là, mais pourtant il y a du coup ce regard et cette sensibilité, ce, cette chose qui fait qu'un artiste est un artiste. Parce que est-ce qu'il y a vraiment un critère pour en dire, tiens, je suis artiste ou je ne suis pas artiste? Je sais pas. Moi, j'ai le même problème avec la philo. Est-ce que je suis philosophe ou est-ce que je ne le suis pas? Est-ce que je suis artiste ou est-ce que je ne le suis pas? Je pense pour le coup, on est plus désigné par que autoproclamé. Hmm. Parce que là, quand je discute avec des élèves que j'accompagne et qui me suivent, souvent ce qui ressort, c'est non, mais moi, de toute façon, je suis pas un artiste. Mhm. Mais qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un critère à partir duquel on l'est Ouais. ou pas? Ça, j'avoue que je sais pas. Je pense qu'on a l'image vraiment de l'artiste qui vit de son art ou qui n'en vit pas. Mais qui est plutôt dans le monde du rêve, le monde du, pas les artistes, comme vous, les philosophes, toujours dans la lune, à dire des choses qui servent à rien, etc. Mais donc ouais, je pense qu'il y a surtout cette image-ci, peut-être très franco-français pour le coup, parce qu'il y a toujours, tu vois, si je devrais faire un énorme schéma, donc si tu te dis comme artiste, bah, du coup, tu t'exclus du clan, du coup, tu arrives au monde des idées, au figuratif, et du coup, à la création. Or, il n'y a que Dieu qui peut créer. Et comme on serait dans une culture très judéo-chrétienne, on ne peut pas créer ce qu'on appelle ex nihilo, donc à partir de rien, si ce n'est Dieu qui peut le faire. Donc peut-être qu'il y a ce point de vue-là, peut-être qu'il y a aussi l'idée que bah, tu te désignes comme artiste, ah, tu te la pètes. Ah, Alors que, il y a un jugement ouais. autour de l'artiste alors. Mhm. Alors que tu vois, si tu prends des émissions à la con, genre The Voice, bah, j'ai rien contre The Voice, mais tu vois, dire que Jennifer est une artiste, j'en suis pas convaincu, elle écrit même pas ses chansons. Donc, et pourtant, elle a aucun mal à dire que c'est une artiste, et les gens la désignent comme étant une artiste.
Ouais, mais c'est hyper intéressant là. Si on prend des exemples, supposons un compositeur. Mhm. On va pouvoir dire, OK, c'est un artiste. Un interprète, Ouais. est-ce qu'on considère que c'est un artiste? Ouais, Florent Pagny, il n'écrit pas forcément ses chansons, Mhm. il interprète les compositions d'autres auteurs. Est-ce que c'est un Mhm. artiste? Mhm. Bah, je pense qu'il faut quand même une forme d'art, mais plus au sens, pour le coup, je trouve, de l'artisan, pour faire une bonne interprétation. Ouais, pour le coup, si on compare Florent Pagny ou Jennifer, euh, je trouve qu'il y a une... Alors c'est pareil, c'est de la pure subjectivité, mais dans l'interprétation, je trouve que Florent Pagny a plus de voix, par exemple. Il a plus de charisme dans son interprétation. En tout cas, dans ses premiers tubes, où il y avait quand même un truc qui en jetait, alors que Au Soleil, avant je savais les paroles, mais qui est sorti peut-être à la même date que Mais un jour une femme est, ou être, ouais, je sais plus, certains tubes de Florent Pagny. Ça dépend, il y a aussi une pure subjectivité. Mais tu vois, si on prend le cas d'Alain Bachung, qui est considéré par la rive gauche à Paris comme un artiste, c'est souvent apprécié par les bobos, 40, 50 ans, ou même philosophes, genre Charles Pépin. Et pourtant, il n'écrivait pas ses textes non plus. Ah ouais. Alors, et du coup, mais parce qu'il avait ce talent, pour le coup, d'interpréter magnifiquement, ou même Johnny, hein. Franchement, j'ai jamais vu Johnny en concert, mais ça devait envoyer du lourd. Hmm. Ouais, et puis aujourd'hui, il est indiscutable que les gens le considèrent comme un artiste et non pas comme un Mhm. artisan. Ouais. Mais est-ce qu'il y a une échelle de valeur? Artiste, c'est mieux que artisan ou pas? Je pense que dans la tête des gens, oui, mais, euh, mais fondamentalement, je trouve pas. Je pense que c'est quand même deux métiers différents. Tu vois, si on prend, par exemple, tu vois, les restaurateurs, mais restaurateurs de tableaux ou de monuments, genre les Compagnons du Devoir, il y a quand même une sacrée technique pour réussir comment dire, à redonner ces lettres de noblesse à un tableau qui serait mort par le temps s'il n'existait pas. Ou alors tu vois, tu prends, je sais pas si tu as eu l'occasion de voir un concert de musique classique, mais c'est de l'interprétation. Du coup, tu as le chef d'orchestre, notamment à Lille, c'était beaucoup Jean-Claude Casadesus, qui du coup réinterprétait avec son orchestre des œuvres d'artistes, du coup, je sais pas, Beethoven, Mozart, etc., etc. Et cependant, ça te donne des frissons que, pour le coup, aucun autre concert plus pop-rock que j'ai pu voir ne m'a donné. Et pourtant, il n'y a rien de composé. C'est de la pure interprétation, mais il y a ce talent-ci qui fait que ben, ce sont également des artistes qui interprètent des œuvres d'artistes. Hmm. Est-ce qu'il n'y a pas un phénomène de rareté à ce moment-là, en se disant, bah, OK, en fait, ils sont devenus tellement forts au niveau de la musique classique que même s'ils réinterprètent la composition d'un Mozart ou d'un Beethoven, Mhm. c'est élevé au rang d'art parce que ce qu'ils arrivent à faire, personne d'autre n'arrive à le faire. Est-ce qu'il n'y a pas une notion de rareté là-dedans? Bah ouais, rare. Tu veux dire rareté au sens de technique, de sur c'est rare de pouvoir avoir ce talent-ci. Ouais, c'est ça. Mm. Est-ce que l'artiste se définit uniquement par sa créativité ou est-ce qu'il se définit aussi par l'unicité de sa technicité? Mm. Ça, c'est une excellente question. Attends, c'est un deuxième épisode là. Non, ça me fait penser du coup à l'œuvre d'art à l'heure de sa reproductibilité de Walter Benjamin, qui se posait exactement cette question au début du siècle passé. Avec l'arrivée du cinéma, toi, avant, quand tu allais par exemple à l'opéra ou au théâtre, tu pouvais aller voir la diffusion, mais une fois avant. Après, ça n'allait pas être, tu pouvais pas la voir partout dans le monde ou comme c'était maintenant à l'ère du streaming. Du coup, ce qui fait aussi, là c'est plus pour les œuvres d'art, mais ce qui fait aussi comment dire, tu vois, il y a un certificat d'authenticité pour dire qu'une œuvre d'art est une œuvre d'art et pas une copie. Mais du coup, la rareté, comme tu le pointes du doigt, dans le fait de voir, je sais pas, tu vas voir la symphonie numéro 9 de Beethoven, je sais pas, au Nouveau siècle à Lille, c'est là où je vais. Bah, du coup, tu la vois une fois.
peut-être qu'elle sera, tu vas pas la revoir de sitôt comme tu pourrais remater Friends des dizaines et des dizaines de fois. Donc il y a ce côté-ci, mais il y a également le côté que dans le live, euh, tu ne le vois qu'une fois, tu le revois le lendemain, c'est quand même pas le même live, parce que ce sera pas le même état d'esprit. Toi-même, tu ne seras pas dans le même état d'esprit. C'est un peu ce que disait Héraclite, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Hmm. Mais de la même manière, tu peux voir le samedi un concert de Kinvey et le lendemain un concert de Kinvey, ce ne sera pas le même concert. Mais est-ce que ce sera une œuvre d'art? Tu vois, à partir de quand on considère que on est un artiste et à partir de quand on considère qu'on ne l'est pas? Mhm. Bah ouais, d'où c'est... Tu vois, il y a un côté un peu boomer dans le fait de dire ah, c'était mieux avant, les artistes, Serge Lama, quel artiste. Et je pense que vous pourrez dire la même chose maintenant, nous, dans 30 ans, enfin, quand on sera, nous, des boomers, peut-être qu'on dira ah, Jul, quel artiste. Parce qu'on sera en train d'écouter des musiques uniquement codées par des IA, et du coup, il n'y aura même plus d'artistes. Hmm. Mais à l'extrême, est-ce que chaque être humain n'est pas un artiste quelque part? Puisque il est, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il est artiste ou est-ce qu'il est l'artisan de sa vie? Je sais que Nietzsche disait que justement, on peut faire, ou même Montaigne, on peut faire de sa vie une œuvre d'art, et du coup, ce serait même la mission de chaque être humain de faire de sa vie une œuvre d'art au sens où est-ce que ce qu'elle aurait d'unique, euh, et de la créer, du coup, à partir de, pour le coup, de rien. Mais j'ai plus une affection, mais là, c'est vraiment de la subjectif, une affection pour le côté artisan, parce que moi-même, je me considère plus comme un artisan de la philosophie qu'un philosophe que- où l'entrepreneuriat est aussi une forme d'artisan, au sens où tu crées quelque chose à partir de la matière intellectuelle, et tu le proposes au monde en le vendant. Là où l'artiste n'a- serait plus, alors il y a un business de l'art évidemment, mais serait plus cette image de l'artiste, de cette personne isolée, cherchant l'inspiration à tout prix, se promenant, je sais pas, voyageant avec sa petite mallette de peinture, etc. Ouais, qui crée de manière complètement désintéressée. Mhm. Là où l'artisan, il a un intérêt, alors ça peut être économique, financier, social. Mhm. L'artiste, lui, son intérêt, c'est uniquement de faire ressurgir le beau. Ouais, si on, ce serait un peu ça, cette dichotomie. Tu vois, un artisan peut créer quelque chose de beau, mais ne reflètera pas, ne cherchera pas en tout cas à essayer de refléter le beau de la nature. Il cherchera quoi alors? Bah, juste créer du beau, mais pour le beau. Ça, c'est Là où, l'artisan. ouais, ça serait l'artisan. Là où l'artiste va, alors, je sais pas, tu vois, peindre une écorce d'un chêne de très près pour montrer la beauté de la création de la nature en tant qu'artiste elle-même, tu vois. On dit, il y a, dans la tradition philosophique, on dit que la nature est aussi fait une forme d'art, notamment par sa beauté, tu observes les rainures d'une feuille, c'est très parfait, on va dire, et que Hmm, tout fonctionne en parfaite harmonie. ouais. Mais plus on discute, plus j'ai l'impression qu'il y a quand même des sens assez différents derrière artiste. En fait, on accorde au mot artiste plein de notions. Ça peut être un statut social, ça peut être un statut créatif. Par exemple, il y a plein de gens qui disent, oui, mais toi, Rémi, tu es un artiste. Moi, je n'en Mhm. suis pas un. Ouais. Donc, il y a une forme de hiérarchie quelque part. Mhm. Ah oui, ouais. Et ça, pour le coup, cette hiérarchie, elle est purement construite socialement, je pense. Ouais. Il y a le côté, bah, je ne m'estime pas assez pour dire que ce que je fais est de l'art. Ouais, on en revient quand même pas mal à la valeur qu'on s'accorde. Mhm. Mais comme tu disais, c'est plutôt les autres qui nous accordent cette valeur. On ne peut pas s'autoproclamer artiste, finalement. Bon, si, il n'y a rien qui l'interdit. Mais tu vois, c'est comme. Ouais, je peux très bien m'autoproclamer. Tu peux même t'autoproclamer coach maintenant. Donc, mais tu peux t'autoproclamer artiste si tu te considères comme étant comme un artiste. Mais c'est plus le rapport que tu auras à toi. Moi, je sais que j'ai un blocage avec ça. Plein de personnes me considèrent comme étant un philosophe. T'as pas l'impression d'être un philosophe. Non, alors que je trouve que en soi, je fais le boulot, mais j'ai du mal à m'autoproclamer philosophe. Par contre, tu considères que tu es un artisan des idées. Ouais. Ce qui en soi est la même chose, hein. Mais, mais je sais pas, il y a un rapport que j'ai
à moi-même ce côté un peu pompeux, on va dire, du philosophe, notamment en France, mais sinon, sur LinkedIn, sur Insta, tout le monde me considère comme philosophe. Hmm. Mais j'ai pas un doctorat. Par contre, le monde universitaire de la philosophie ne me considérera jamais comme philosophe parce que j'ai pas un doctorat. Oui. En fait, là, pour le coup, on a un critère objectif. Tu as un Mhm. doctorat ou tu n'en as pas. Donc, tu es Ouais, philosophe ou tu ne l'es pas. oui. Mais pourtant, Descartes n'avait jamais de doctorat. Kant, je suis pas sûr qu'il avait un... Si, Kant avait un doctorat. Mais Descartes n'avait pas de doctorat. Sénèque n'avait pas de doctorat. Marc Aurèle encore moins. Montaigne non plus. Enfin, Spinoza non plus. Et pourtant, c'est des mecs qu'on étudie en université, dont des gens ont fait des thèses entières sur Spinoza. Alors que son boulot, c'était polisseur de lentilles pour les télescopes. Ah ouais. Enfin, ou les microscopes. Mais en tout cas, il était polisseur de lentilles. Ouais. Donc c'est ça qui est ambigu. Si on considère qu'on n'est pas un artiste, quel chemin on doit faire pour se dire un jour, ouais, je peux me dire que je suis un artiste. Je pense qu'il y a un chemin intérieur et un chemin extérieur. Je pense qu'il y a d'abord le chemin intérieur, ce sera pour décider ou assumer le fait qu'on veuille devenir artiste. Ensuite, choisir son domaine, la peinture, la sculpture, enfin, tout ce qui peut être en mode artiste. La cuisine aussi. Et après, je pense qu'il y a un chemin extérieur pour chercher un peu la reconnaissance, pas au sens du besoin de reconnaissance psychologique, mais au sens d'exister aux yeux du monde, genre bonjour, voici ce que je propose au monde. Voici mes musiques, voici ma cuisine, voici mon jeu d'acteur, etc., etc. Pour qu'on puisse avoir ce que cette social proof, cette valeur sociale, du coup, de gens qui nous reconnaissent en tant que notre métier d'artiste. Parce que Hmm. tu peux te considérer comme artiste si tu restes seul dans ta chambre à faire tes peintures et que tu ne les proposes pas au monde, personne ne peut te dire, ah bah oui, effectivement, j'ai déjà vu les peintures de telle personne, c'est un artiste. Et on parle aussi souvent de la notion de style. Mhm. Le style, c'est lié à l'artiste ou est-ce que c'est aussi lié à l'artisan? Pour le coup, j'ai l'impression que c'est un petit peu les deux. Ça va être un peu Déjà, c'est quoi le style? On pourrait dire du style que... alors, C'est il une y a... excellente question. Non, non, mais c'était Victor Ferry qui faisait cette distinction entre avoir du style et faire preuve de style, je crois. Il faudrait que je retrouve un peu ce qu'il avait dit. Mais en gros, du style, tout le monde en a un au sens de, bah, ce serait toute la sensibilité, toute l'authenticité qu'on peut mettre dans le fait de faire quelque chose. Que ce soit un plat de pâtes que un tableau. Tu vois. Genre, je sais pas, moi j'avais un pote qui avait un portable mais qui était jamais joignable, parce que soit il avait pas de batterie, soit il l'avait perdu. Et on disait, ah bah c'est le style de Clément. Parce que tu le reconnais dans le fait que bah, je vais l'appeler, je suis sûr il va pas répondre. Ah bah oui, et j'ai gagné. Et donc voilà, il y avait son style. Par contre, avoir du style, ça va être peut-être le fait d'être mémorable aux yeux ou aux oreilles des autres, ou au goût, tu vois. Je regardais tu prends Paul Bocuse, un grand cuisinier. Je pense que si tu lui demandes de faire un truc à la con, genre un croque-monsieur, bah, tu verras le style Paul Bocuse dans le croque-monsieur. Nous, quand on fait un croque-monsieur, on n'aura pas, parce qu'on n'est pas Paul Bocuse. Ou alors, il y a ou alors, tu vois, il y a un compositeur de musique de film que j'aime bien qui s'appelle Thomas Newman, qui a son propre style dans la mesure où il a fait notamment la BO de American Beauty ou de Nemo ou de Wall-E. Bah, t'écoutes les premières notes et tu dis, ah, ça c'est du Thomas Newman. Donc tu repères son style. Et je pense que dans l'artisan, ça se voit peut-être moins dans la mesure où ça va être quelque chose d'utile, donc on va passer peut-être à côté de la symbolique du style. Genre tu achètes un meuble en bois, c'est dans le style d'une époque ou quoi que ce soit, tu dis pas c'est Marcel Dupont qui l'a fait. Sauf si t'es hyper méga connu. Par contre, dans l'art, le style, ce serait, oui, la trace que tu laisses après la consommation de ton art, ou dans la reconnaissance, au sens de, ah oui, je reconnais bien le style de un tel, un tel, un tel. Hmm. Je sais pas Donc, ce si c'est sont très plutôt clair du les coup. autres, là encore une fois, ce sont plutôt les autres qui reconnaissent ton style.
Oui, parce qu'encore une fois, si tu dis, voilà, mon style c'est ça, mais que personne ne le reconnaît, bah c'est que ton style est encore à travailler. C'est ton branding, en fait, ton style. Ouais, c'est ce qui te permet de te différencier. Mhm. Et c'est vrai que j'avais pas conscience de ça, mais quand j'entends des gens qui disent oui, mais ça, c'est du Rémi Lac, Ouais. je dis ah ouais, là on voit bien que c'est du Rémi Lac, c'est un Rémi Lac. Et donc je me dis ah ouais, c'est quand même, si les gens en arrivent à te reconnaître, Mhm. c'est que il y a quelque chose que tu fais que les autres ne font pas. Ouais. Oui, parce que ça te permet d'être là sans être là. Tu vois, genre, si on a un de tes tableaux, qu'on voit pas encore ta signature, on peut dire, ah, c'est du Rémi Lac, alors que tu n'es même pas là pour dire que tu laisses une trace dans, même quand t'es là même en étant absent. C'est l'impression que tu peux laisser, et ça, c'est ce qui permet aussi, je pense, le fait de travailler son style, de laisser une trace même dans des décennies, des millénaires, etc. Ouais, du coup, on peut dire que l'artiste, il a du style, là où l'artisan, il en a peut-être un. Il a son style, c'est sûr, Mhm. il est moins reconnaissable. Ouais. Sauf si c'est vraiment, tu vois, genre un artisan hyper méga connu, mais j'en ai pas en tête. C'est, ouais, si je vais faire un parallèle avec la cuisine, je pense que ce sera peut-être un peu. En plus, c'était la finale de Top Chef hier, avant-hier. Mais pour le coup, j'aime bien cette émission parce que tu vois vraiment à la fois l'art et l'artisan. T'as, par exemple, les meilleurs ouvriers de France. C'est un concours que des chefs cuisiniers peuvent faire. Et c'est un concours vraiment, j'ai l'impression, de pure technique. Du coup, on est vraiment dans l'artisanat. Là où tu vas avoir un chef qui va peut-être révolutionner la cuisine par sa créativité, bah, il va pas forcément, du coup, être meilleur ouvrier de France. Par contre, il va avoir la créativité qui va faire qu'on va se souvenir de son plat. Et là, tu peux faire la distinction entre l'artiste, l'artisan et le style. Hmm. Et si on prend, là, par exemple, un autre sujet d'actualité, Roland Garros, Ouais. on prend Nadal et Federer. Mhm. Federer, on pourrait considérer que comme un artiste. La manière dont il frappe la balle, c'est hyper fluide, tu as l'impression que Mhm. c'est simple, c'est léger, Ouais. c'est naturel. Là où Nadal, il passe en force, il est dans la puissance brute. Mhm. J'entends moins le fait que on considère que Nadal est un artiste. Par contre, c'est peut-être un excellent artisan. Oui. C'est, ouais, il a peut-être, comment dire, la technique, mais peut-être pas le style Nadal, peut-être. En tout cas, il n'est pas le beau. Ouais, oui, il n'y a pas ce côté, c'est à ça aussi qu'on peut repérer un artiste, c'est que quand ce qu'il fait est hyper complexe et que ça a l'air simple. Hmm. Oui, alors qu'un artisan, c'est hyper complexe, il va réussir, mais il va galérer. Bah, peut-être pas non plus, mais il y a un côté un peu prouesse, il y a un côté ouais, un peu Magique. prouesse, un peu beau, un peu sensibilité dans l'artiste qu'il n'y a peut-être pas chez l'artisan. Ou c'est comme, même en musique, hein. Tu vois, dans la musique métal, tu as des monstres de technique où tu as l'impression que c'est une pluie de notes, tu vois les doigts faire le truc comme ça. Bah, des fois, c'est juste plein de notes. C'est bien fait. Bah alors, mais ça n'a aucun style. Alors que tu prends David Gilmour, j'ai l'impression d'être un vieux réac en disant ça. Mais David Gilmour, le guitariste des Pink Floyd, avec le solo de Comfortably Numb, qui est techniquement pas ouf, mais pourtant, ça envoie du lourd. C'est hyper beau, c'est hyper sensible, c'est hyper fluide, et ça capte quelque chose, ça dit quelque chose un petit peu de la fragilité humaine en lien avec la chanson, notamment. Hmm. Ouais, ouais, il y a ce truc-ci, j'ai l'impression ouais, de faire le bon et le mauvais chasseur dans Les Inconnus. Mais il y a un petit peu de ça. C'est que tu vois, je peux faire plein de notes au piano. Si c'est moche, c'est moche. Ça va être bien techniquement. Mais si c'est moche, si ça ne capte rien du monde, si ça ne dit rien du réel, et que ça ne me renvoie pas un petit peu au beau du monde, bah, c'est juste plein de notes. Ouais, ok. Donc au fond, j'ai l'impression qu'il y a quand même deux grandes notions qui se dégagent. La première, c'est plutôt une considération sociale. Mhm. Ici, bah, tu es philosophe ou tu ne l'es pas Ouais. avec le doctorat.
tu es un artiste à partir du moment où tu vends, à partir du moment où tu exposes, sinon tu n'es pas un artiste. Mhm, Il y a cette notion-là qui est plutôt socialement reconnue, socialement acceptée. Et puis, mhm, il y a une notion qui est plus de l'ordre de l'émotionnel, j'ai l'impression, plus de l'ordre de l'immatériel, dans la mesure où on touche plutôt au style de chacun, mhm, au fait de préciser, d'affiner et d'aiguiser son style, mhm. jusqu'à temps que on puisse te reconnaître, même quand c'est pas toi qui dis que c'est toi qui l'as fait. Oui, il y a exact, oui, on pourrait résumer ça comme ça. Ouais. Donc d'un côté, on est vraiment sur des critères très concrets, Mhm, et de l'autre côté, on est plutôt sur un critère beaucoup plus subjectif, ouais, mais qui est dépendant de ce que l'extérieur va renvoyer. Ah, mhm, là, on reconnaît que c'est tel artiste. ouais. Ce qui fait que tu peux être, on va dire, socialement dans la catégorie artiste, tout en étant une véritable quiche du côté émotionnel. Et inversement, tu peux être, faire des choses sublimes tout en n'étant pas considéré comme un artiste aux yeux de l'administration française, par exemple. Ouais. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est, bon, alors du coup, à partir du moment où on a des critères assez objectifs, assez concrets pour le fait d'être philosophe ou artiste, peintre, etc. Mhm. Sur le côté symbolique, sur le côté émotionnel, Ouais. qu'est-ce qu'on peut faire pour tendre vers cette définition de l'artiste? Est-ce que, bah, de toute façon, c'est comme c'est pas nous qui décidons si on est artiste ou pas, mais ce sont plutôt les autres, bah, à ce moment-là, on n'a rien à faire d'autre que de continuer de pratiquer notre art. Ou Mhm. est-ce qu'il y a des actions concrètes qu'on peut engager pour aller dans ce sens-là? Bah oui, je pense, hein. On peut, de la même manière, c'est pareil avec la philo, on peut très bien faire quelque chose avec philosophie. Mais je pense déjà, si on consomme du contenu euh, plus lié aux artistes qu'on aime bien, tu vois, se replonger dans des œuvres, les œuvres d'Homère, de Balzac, Zola ou je sais pas quoi, ou même Jules Verne, pour cultiver un petit peu sa culture artistique, ce qui va nous permettre de comprendre le style des autres, le contexte aussi d'une œuvre, et pouvoir, je sais pas, hein, bien, ça fait toujours du bien en fait, un apport culturel pour avoir une plus grande richesse, du coup une plus grande marge de manœuvre. Et ensuite, ça va être aussi de développer sa sensibilité. Tu vois, peut-être que on fait toujours le même chemin pour aller au boulot, bah, peut-être que là, on peut porter un regard un peu interrogateur, un peu plus remarquer ce qu'on n'avait pas forcément remarqué. Ce coquelicot qui pousse derrière, à même le sol de bitume, comment est-ce que ça fait qu'il est là? Comment est-ce qu'on peut expliquer que la vie arrive à se matérialiser dans des endroits où on ne où tout porte à croire qu'elle ne pourrait pas être, et de ces choses-ci. Et ensuite, essayer de tester peut-être plusieurs techniques. Peut-être que la musique n'est pas faite pour tout le monde, peut-être que la peinture n'est pas faite pour tout le monde, ou l'écriture, et voir quelle technique nous scie le mieux. J'en parlais dans la newsletter que j'ai envoyée ce matin sur la banalisation de l'extraordinaire. Et l'idée, enfin, le petit exercice que je proposais, je vais le proposer aussi, c'est vraiment essayer de cultiver son étonnement. C'est ce que soutenait Aristote. Il disait que penser, c'est avant tout s'étonner. Et le problème, c'est que quand on est plongé dans la banalisation, c'est la pensée qui s'atrophie. Parce que du coup, on ne s'étonne plus de rien, et donc on ne pense plus. Et donc l'idée, c'est de cultiver ça, parce que on est quand même dans une société où on est plus choqué par une femme en burkini que par Thomas Pesquet qui fait du saxophone dans l'espace. Alors qu'en soi, d'un point de vue objectif, c'est quand même vachement plus étonnant de faire du saxophone à 400 km de haut, en apesanteur, que voir une femme porter un burkini sur la plage. Donc il y a quand même une banalisation de l'extraordinaire. Et donc, je pense que porter un regard un peu artistique sur nos conditions de vie, sur ses considérations, sur sa manière de vivre, passe aussi par du coup s'étonner des choses auxquelles on ne s'étonnerait pas. Et c'est là justement que le travail de l'artiste fait, c'est tiens, cet arbre est différent des autres. Et essayons de capter un petit peu ce qui fait cette unicité de cet arbre-ci, ou de ce coucher de soleil, ou de cet insecte, ou de cette forme, ou je ne sais pas, ou quoi que ce soit. Ouais, donc cultiver cette curiosité, s'émerveiller le plus possible des situations qui peuvent être ordinaires. Et c'est vrai que Mhm, j'aime bien parler lorsque je peins
une photo, de dire, bah, là où je retire beaucoup de satisfaction, c'est lorsque j'arrive à rendre l'ordinaire extraordinaire. Mhm. Parce qu'une photo paraît tout à fait banale et Ouais. qu'une fois peinte, il y a quelque chose de spécial qui en ressort. Mhm. Oui, et je trouve ça beau. Ça me fait penser un petit peu au Petit Prince de Saint-Exupéry, où le Petit Prince a ce rituel avec le fait qu'il arrose sa rose, du coup, et que je crois que c'est le renard qui lui dit ça, ou le Petit Prince, tout simplement, qui lui dit, bah, ce petit rituel que j'ai, c'est ce qui fait que ce moment devient extraordinaire parmi tous les autres moments de la journée. Et ça, c'est à la portée de tous. Il faut juste prendre le temps de faire les choses aussi en conscience. Ouais, ok. Bah écoute, je pense qu'on peut s'arrêter là, hein. Ouais, je pense aussi. Bah, merci pour nous avoir écoutés jusqu'au bout. On espère que cet épisode vous a plu et n'oubliez pas que cet épisode est également présent sur toutes les plateformes de podcast. Merci et à bientôt. Salut!